Table ronde. Edwige, c'est à vous, je vous laisse avec vos invités. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous allons effectivement voir quelles sont les bonnes pratiques en cours pour lier le modèle économique à la RSE. Et pour cela, je vais appeler les 4 prochains intervenants de la table ronde. Je vais appeler Anne Frisch, qui est professeure associée et directrice académique HEC Paris, membre du groupe RSE de la DFCG. HEC qui est l'un des partenaires de Financium. Frédéric Médard également, Chief Impact Officer du groupe Bell, membre du groupe RSE. Et vous êtes aussi candidat au prix du dirigeant financier responsable qui sera remis juste après cette table ronde. Charles Henry, directeur de la division Transformation, Solutions et Services Cloud chez Hewlett Packard Entreprises, HPE qui est l'un des partenaires de Financium. Et puis Sébastien Frein, vice-président corporate chez Woodoo, membre du groupe RSE et président du groupe Avenir de la DFCG, membre aussi de l'Institut Rousseau et du Shift Project. Bienvenue à tous. Alors, Anne Frisch, je me tourne d'abord vers vous pour commencer cette table ronde. On l'a vu avant la pause avec l'étude PwC sur les enjeux de RSE qui figure à nouveau parmi les priorités 2023 des directions financières. Alors, on va dire en même temps, elles n'ont plus vraiment le choix, puisque même les petites et moyennes entreprises vont devoir produire un rapport de durabilité dans les prochaines années. C'est ce qu'impose le Green Deal européen. Je voudrais, pour commencer cette table ronde sur les bonnes pratiques, que vous nous rappeliez ce contexte réglementaire, s'il vous plaît. Merci Edwige. Effectivement, on a un big bang réglementaire pour les entreprises qui étaient soumises à la DPEF. Donc en général, c'est des entreprises de plus de 500 personnes. Elles vont passer à la CSRD, et je vais en dire un petit peu plus dessus après. Mais aussi les entreprises qui emploient plus de 250 personnes. Alors il y a aussi des seuils de chiffre d'affaires, mais je rentre pas dedans. Retenez 250 personnes doivent aussi se mettre à la directive de la CSRD. Alors la CSRD, c'est une directive européenne et derrière, il y a des normes, il y a les ESRS, voilà, beaucoup de sigles, et il y a le principe de double matérialité qui fait qu'une entreprise doit non seulement se préoccuper de son impact sur l'environnement, mais aussi de l'impact et des risques externes sur elle-même, par exemple le risque climat. Et ça, pas seulement dans son périmètre immédiat, mais dans un périmètre étendu sur toute sa chaîne de valeur. Voilà en gros un petit résumé réglementaire. Alors face à cette réglementation que vous venez de résumer, quelle est la première question que finalement doivent se poser les entreprises et surtout les TPE peut-être ? Alors les TPE ou les PME qui ont peut-être moins de 250 personnes se disent moi je suis pas concerné, mais en fait si, tout le monde est concerné et vous allez le sentir en particulier à travers les investisseurs, à travers les banques qui vont commencer à poser des questions. Donc les entreprises, par où commencer quand on est une petite boîte, c'est la question qu'on me pose souvent. En général, ça commence par le bilan carbone. Et il y a plein de boîtes qui n'ont pas encore fait leur bilan carbone, donc cherchent quelqu'un pour les aider à faire leur bilan carbone. Ils se disent comment on fait ça ? Ah, le scope 3, c'est quoi ça ? Ouh là là, et ça représente plus de 80% de mes émissions. Ah bon. Donc souvent ça commence par là, première étape. Deuxième étape pour une petite entreprise assez essentielle, c'est justement de remonter sa chaîne de valeur pour voir comment se comportent les fournisseurs sur des aspects sociaux notamment, vérifier qu'il n'y a pas de problème de sécurité d'un sous-traitant par exemple, de conditions de travail ou de droits humains. Ça, c'est pour les petites entreprises, c'est 2 points assez essentiels. Pour les plus grosses, donc il y a ce big bang réglementaire, il y a un énorme travail pour faire ce qu'on appelle la gap analysis, c'est voir où on en est aujourd'hui quand on fait une DPEF, quand on fait son rapport RSE, qu'on a une 50aine d'indicateurs et la cible CSRD, il y a plus de 1000 indicateurs, donc il faut voir lesquels on va retenir, comment on va les trouver l'information, comment on va l'organiser, comment on va la reporter. Donc ça, c'est toute cette partie et comment on fait son analyse en double matérialité. Mais c'est pas suffisant.
il suffit pas de bien reporter ces chiffres. En fait, il faut transformer les business models. Et donc là, on revient sur le business model, la stratégie de l'entreprise et sa gouvernance aussi, parce qu'il faut quand même se réinventer. Alors, de tout ça, je vous propose maintenant, merci Anne Frisch, de prendre 2 exemples pour rentrer dans le concret finalement de la stratégie RSE qui peut allier à la performance financière. Et on va prendre les exemples du groupe Bell et de la start-up Voodoo. Frédéric Médard, au sein du groupe Bell. Alors vous avez une double responsabilité, une double casquette, si on peut dire, depuis 3 ans, la casquette de la finance et la casquette de la RSE. Racontez-nous, pourquoi ce choix d'avoir mis ces 2 postes dans le même, sous une même entité? Bonjour à toutes et à tous, ravi de pouvoir partager effectivement cette vision, parce que moi je crois que c'est le futur de la finance qu'on est en train d'opérer chez Bell. Bell est un groupe qui a mis depuis plus de 20 ans la RSE au cœur de sa stratégie. On a rejoint le Pacte mondial des Nations Unies en 2003. Il y a un enjeu depuis quelques années d'accélérer l'opérationnalisation de notre stratégie RSE. Donc je vais d'abord répondre à votre question, pour les raisons qui, selon moi, ont amené Antoine Fievé, notre président, à proposer cette organisation. Et après, je vous répondrai par rapport à mon prisme personnel, les raisons pour lesquelles j'ai relevé ce challenge. On se rend compte quand on opérationnalise la RSE que c'est un temps long, ça prend du temps. Ça prend du temps de décarboner, ça prend du temps de travailler sur l'amont agricole. Le temps de la finance est un temps court. Donc en fait, il y a un enjeu globalement de ne pas rentrer dans une opposition entre RSE et finance, globalement de devoir avoir globalement la capacité à arbitrer entre un temps long et un temps court. Donc il n'y a rien de plus simple que de mettre les 2 départements dans une même équipe pour globalement effectivement concilier cette dimension. Première raison. Deuxième raison, il y a une volonté très forte, une vision chez Bell, qui est de dire que la performance financière du groupe va résulter de l'impact positif que nous allons avoir sur notre écosystème et sur les parties prenantes. Et donc on veut globalement créer un modèle d'entreprise qui fonctionne et qui associe les 2 dimensions, profitabilité et responsabilité. Et on croit que c'est un modèle vertueux, parce que globalement, être profitable, on en a besoin, mais c'est également nécessaire, parce que c'est la profitabilité qui va donner les marges de manœuvre pour investir dans l'écosystème, dans les démarches de durabilité. Les démarches de responsabilité, elles amènent la résilience au modèle économique, qui est importante pour un CEO, qui est importante pour un CFO. Donc globalement, on peut concilier un modèle qui fonctionne sur 2 jambes, mais qui est vertueux. Donc c'est les 2 raisons pour lesquelles Antoine Fievé a pris cette décision, à la fois ne pas risquer l'opposition et d'aller chercher la complémentarité. Moi, à titre personnel, tout à l'heure, j'ai écouté attentivement ce que disait le CFO de Carrefour. Je pense qu'on a une responsabilité par rapport aux générations futures. Moi, j'ai des filles à la maison qui poussent tous les jours. J'avais besoin globalement de pouvoir avoir plus d'impact par rapport à ces sujets globalement de responsabilité. Par ailleurs, après, ça fait 25 ans que j'ai ma carrière professionnelle. Ça fait 25 ans que je travaille en finance. Maintenant, je suis plus financier, mais je suis pas que financier. Mais j'ai quand même fait le constat que les référentiels financiers et comptables, ils sont incomplets. Ils ne retranscrivent pas la valeur intrinsèque de ce que nous offre la nature. Il n'y a pas de valeur de carbone, il n'y a pas de valeur de l'eau. La valorisation, elle vient globalement des coûts d'extraction, des coûts de transformation, des coûts d'acheminement. Il y a un vrai besoin de compléter les référentiels de prise de décision en rajoutant des indicateurs extra-financiers. Ça, c'est la première conviction. Et la deuxième conviction, c'est qu'il y a un savoir-faire extraordinaire en finance. Donc il faut aller chercher la complémentarité des expertises. Il y a un savoir-faire extraordinaire en finance dans l'animation du pilotage. Donc créer ces moments de conversation pour globalement aller chercher la performance la plus agressive, la performance la plus stretch. Eh bien, en fait, si on amène ce savoir-faire-là au service de la RSE, on peut aller chercher la performance la plus stretch, la plus agressive en termes de RSE, et c'est ça l'objectif. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret que vous avez eu à déployer, un exemple de décision où vous avez pu allier la profitabilité et la durabilité? Vous m'aviez parlé notamment de la réduction de l'empreinte carbone dans certains entrepôts du groupe Bell. Oui, on a des chantiers de décarbonation depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. Ça veut dire réduire l'empreinte énergétique, ça veut dire mettre en place des chaudières biomasse, mettre en place des pompes à chaleur. Donc ça fait 15 ans qu'on fait cela. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour un projet assez récemment validé, en 2021, dans notre usine d'Evron, le projet, globalement, présentait un retour financier d'une 20aine d'années.
Donc c'était en 2021. Donc c'était un projet responsable, mais ce n'était pas un projet rentable. Il a été validé parce qu'il faisait partie un trait 5 de notre démarche de responsabilité. Quelques mois plus tard, survient la crise géopolitique en Ukraine, le conflit ukrainien qui fait exploser les coûts de l'énergie. Donc multiplication des coûts de l'énergie par 3. Ce projet qui était responsable est devenu un projet rentable. Le retour sur financier a été divisé par 4. Donc c'est la démonstration quand même que quand on prend des décisions que sur un prisme financier, avec des hypothèses à un instant T, on n'est pas certain de prendre la bonne décision et qu'il faut le compléter avec des indicateurs extra-financiers. Merci pour cet exemple très concret. Sébastien Frein, chez Woodoo. Bonjour. Le business model, lui, est assez différent du groupe Bell. Et du coup, la stratégie RSE l'est aussi. Racontez-nous. Oui, effectivement, à la différence de Bell, et bravo pour tout ce que vous avez fait, c'est assez impressionnant. Nous, de notre côté, on a la chance, entre guillemets, d'être RSE native. C'est-à-dire que dès le départ, notre business model s'est positionné sur une valeur ajoutée à vocation impact. C'est concrètement parce qu'il y a certains trous dans la raquette vis-à-vis de nos industries que nous, on arrive avec une proposition de valeur. Je vais me permettre de résumer rapidement ce qu'on fait chez Woodoo pour clarifier peut-être un petit peu notre activité. Woodoo, donc c'est une start-up française. On est une 40aine de personnes aujourd'hui entre le Grand Est et Paris. On vient en fait valoriser du bois à travers des technologies composites. Le composite, c'est quoi? C'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'on vient mélanger 2 matériaux pour obtenir un nouveau matériau avec des nouvelles propriétés. En l'occurrence, nous, on vient valoriser donc du bois de nos forêts, pour en fait en augmenter les performances mécaniques ou les performances optiques. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut remplacer typiquement de l'acier dans la construction ou du cuir dans le textile par rapport à notre nouveau bois qui est soit très solide, soit très souple. Donc c'est assez intéressant puisque ça permet de valoriser des ressources locales. On parlait de la complémentarité et j'ai trouvé ça assez bien dit entre finance et RSE, et oui, c'est complémentaire. D'un point de vue macroéconomique, le bois aujourd'hui, c'est un sujet qui pose énormément de questions pour plusieurs raisons. La première, c'est que le bois, c'est la deuxième balance commerciale la plus négative en France après les hydrocarbures. Ce qui paraît complètement absurde, compte tenu du fait qu'on a un pays qui est très forestier. Mais en fait, on a quelque part délocalisé la transformation secondaire du bois en Europe de l'Est. Donc en fait, on vient couper du bois chez nous, on l'envoie dans des pays d'Europe de l'Est qui le transforment et qui nous le revendent à prix d'or. C'est assez dommage. D'autant plus que ça crée une chaîne de valeur qui est sinistrée et ça a mis énormément de gens sur la paille. En parallèle, le bois pose aussi des problèmes. Si une forêt est mal maîtrisée, ça va poser des risques absolument énormes. Typiquement, les méga-incendies. Concrètement, on voit aujourd'hui la RSE comme un sujet porteur de sens, etc. Mais ça va bien au-delà de ça, à mon sens. Par exemple, il faut savoir que, il me semble que c'est Henri de Castries qui l'avait dit lors de la COP21, un monde qui prend 2 degrés, il est encore assurable. Un monde qui fait plus 4 degrés, il ne l'est plus. Et en fait, un monde qui est plus assurable, c'est assez complexe. Et ça, c'est la réalité du quotidien. En Californie, typiquement, en fait, on n'assure plus les maisons de par les risques de méga-incendies. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment créer un business model qui est basé sur la résilience, c'est-à-dire la valorisation d'une ressource locale avec des acteurs locaux pour s'affranchir quelque part de problématiques stratégiques d'importation et travailler main dans la main avec les acteurs de la construction et les aider à eux continuer à être pérennes dans leur business model qui est la construction ou tout simplement la production de textiles. Anne Frisch parlait tout à l'heure de la nécessité de transformer le business et d'infléchir la trajectoire. Donc c'est exactement vous avez infléchi dès le départ cette trajectoire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un exemple de cette stratégie que vous avez eue pour vraiment avoir l'ensemble de la chaîne de valeur dans votre stratégie RSE? Oui, alors nous vraiment, du coup, elle est très portée sur le bois. Et en fait, on travaille beaucoup avec les acteurs de la forêt, que ce soit vraiment très en amont, l'ONF, des gens comme ça, qui en fait vont nous donner les essences de bois qui sont les plus sensibles à la transition climatique. Concrètement, profitez bien du tremble et du charme dans vos forêts, puisqu'a priori, d'ici quelques années, ce sera moins le cas. Et donc nous, en fait, on vient se positionner pour valoriser ce bois déclassé, qui est pour beaucoup vu comme un coût à l'échelle de la forêt, parce qu'en fait, concrètement, on le coupe, on le brûle, pour schématiser. Nous, on vient le réutiliser pour en faire un matériau à haute valeur ajoutée. Donc d'une ressource qui était en fait vue comme un déchet, nous, on vient la transformer en ressource à haute valeur ajoutée. Et donc ça, on travaille sur toute la chaîne dans la foulée, puisque en fait, on vient quelque part, tout ce qui va être rebut de l'industrie, on va pouvoir nous le réutiliser grâce à nos technologies composites de réimprégnation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on y arrive très très bien. Et en plus de ça, on vient aussi pouvoir en fait travailler avec les acteurs de la forêt pour la reforestation. C'est en fait revaloriser quelque part cette forêt et la rendre entre guillemets prête à sa transition écologique à elle.
Alors, Charles-Henri, merci beaucoup Sébastien Frein. Charles-Henri, avant peut-être de rentrer dans le concret des outils qu'on peut déployer quand il faut aller vers cette stratégie de performance et de RSE, est-ce que vous pouvez nous dire comment, chez HPE, vous avez pu vous aussi intégrer ces enjeux de performance et de durabilité ? Bonjour à tous. Alors moi, je suis le petit geek de la bande. Voilà, je suis dans l'IT, mais je crois que Financium nous montre quelque chose, c'est que dans les axes extra-financiers, l'IT est finalement une composante majeure de ces différents axes. Donc, c'est un plaisir de pouvoir intervenir sur ce thème. Alors, j'espère que Anne dira que nous sommes des bons élèves. Mais HPE, pour adresser ces enjeux, on est rentré... déjà, il faut comprendre que le numérique, c'est 4% donc, des émissions carbone environ. C'est énorme. Il faut que HPE, donc Hewlett-Packard Enterprise, est un acteur qui fournit des solutions informatiques et au niveau mondial, donc important. Et donc, on a un rôle à jouer vis-à-vis de ces émissions. Et on en parle aujourd'hui, mais en fait, c'est une prise de conscience qui a donc date, juste nos mouvements s'accélèrent. Nous, on est engagé sur un zéro net carbone à 2040. Et pour ça, on s'est inscrit dans une démarche qu'on appelle d'économie circulaire, qui passe par l'éco-conception de nos produits en R&D, donc améliorer la durabilité, la longévité de nos produits. Ça passe aussi par notre devoir de vigilance. Donc vous avez parlé de la chaîne de valeur, c'est-à-dire s'assurer que sur l'extraction des matières premières, la chaîne logistique, l'assemblage, etc., on demande à nos fournisseurs et à nos fournisseurs de s'astreindre aux mêmes contraintes que nous pouvons faire, voilà, en termes de certification, de label RSE et en termes de trajectoire. Et après, vous l'avez dit, par rapport au scope 3, nous, 65% des émissions carbone d'HPE sont faites par nos clients en utilisant nos technos. Donc on a un vrai rôle à jouer sur finalement combien on vient améliorer cette partie-là. Et pour ça, en fait, notre stratégie, c'est de vraiment s'inscrire dans l'économie de la fonctionnalité. On vient casser cette notion d'avoir les biens, d'être propriétaire des actifs et fournir finalement plutôt un modèle d'usage de solutions informatiques, ce qui nous permet à nous de reprendre le contrôle sur toute la chaîne de valeur, en incluant la fin de vie avec le surcyclage, le recyclage des actifs. Et puis ces modèles-là permettent aussi d'éviter ce qu'on appelle des surdéploiements. Il faut savoir que dans l'IT, malheureusement, il y a énormément de surconsommation inutile ou de surdéploiement de ressources informatiques. Et finalement, en venant travailler sur cette performance à la fois technico-économique des ressources informatiques par rapport aussi à la RSE, on vient améliorer drastiquement cette partie-là. Donc voilà, et on a l'habitude de dire finalement que l'IT qui a le meilleur bilan carbone est l'IT qu'on n'a pas besoin de produire, et je dois ça à quelqu'un qui est dans la salle pas très loin. Merci à tous les quatre pour cette... on a pu poser les bases de ce débat et on voit combien il est donc important en fait de comprendre sa chaîne de valeur, de comprendre son impact pour pouvoir allier à la fois une performance financière et une durabilité. Anne Frisch, j'aimerais maintenant qu'on voit en fait quel levier stratégique on peut aller chercher pour les directeurs financiers qui sont dans la salle pour prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Vous avez donné cet exemple, Frédéric Médard, tout à l'heure, de réduction de l'empreinte énergétique dans vos entrepôts. Anne Frisch, il y a un levier stratégique sur lequel vous insistez, c'est la juste détermination du prix carbone. Comment est-ce qu'on va le fixer ? Et puis, comment on va anticiper son prix futur, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple de Frédéric sur les entrepôts, parce que ce qui est important, c'est la décision d'investissement. Alors, dans la salle, vous êtes des directeurs financiers. Moi-même, avant, j'ai été directrice financière. Donc, je sais, c'est ce moment-là de la décision d'investissement. On fait ses cash flows futurs. On se demande si la NPV est positive, si le TRI est bon. Et quand on fait ses cash flows futurs, on met le cash in, le cash out et le carbone. Jusqu'à présent, on le mettait pas. Donc moi, ma conviction, c'est que maintenant, c'est une externalité qu'il faut intégrer. Donc il faut mesurer, évaluer combien de tonnes de CO2 on va émettre en déployant, en faisant un investissement, ou on va au contraire éviter des tonnes de CO2.
Et ces quantités, il faut les valoriser par un prix. Et donc, quel prix on prend? C'est une question importante, question qu'on est en train de se poser en ce moment avec des collègues de la DFCG. On écrit un essentiel justement là-dessus. Ce que je peux vous dire, en gros, c'est que la fourchette est assez large sur le prix du carbone. Là, je vous parle d'un prix du carbone qui n'est pas un prix qui résulte d'une taxe décidée par un État, mais c'est un prix interne que les entreprises se fixent pour prendre justement leurs décisions d'investissement ou éventuellement faire leur reporting. Donc la fourchette est assez large. Elle démarre aux alentours de 30-50 euros la tonne, ce qui est très bas, je trouve. La plupart des entreprises commencent à passer au-dessus des 100 euros la tonne. Moi, j'en connais qui sont à 250 euros la tonne, qui sont les préconisations sur le futur à long terme. Et ça dépend de l'ambition qu'on a. D'ailleurs, si on travaille sur des projets de R&D à long terme, il faut prendre des prix plus élevés pour faire cet exercice correctement. Je pense que vous êtes des financiers, vous savez faire des NPV, vous savez faire des DCF, vous savez faire des TRI. Et ben maintenant, mettez le carbone dedans. Je vous voyais opiner du chef, messieurs. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir sur ce prix interne fixé par l'entreprise? Oui, je veux bien réagir parce que je souscris totalement au fait qu'il faut donner un prix interne au carbone. C'est ce que nous, on a fait chez Bell. Je pense qu'il y a 3 autres raisons pour lesquelles il faut le faire. La première, c'est que ça permet de rendre visible un coût qui sinon est invisible et transparent. Moi je suis convaincu que des taxes carbone vont arriver, mais que ça permet de rendre visible le coût en interne. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça permet de rendre concret les risques que font poser les émissions de gaz à effet de serre sur globalement le climat et donc sur la résilience de nos systèmes économiques. C'est particulièrement pertinent dans l'agroalimentaire où nous sommes, parce que globalement, 1/3 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont liées à l'agroalimentaire. Donc il y a véritablement un intérêt à ce que les collaborateurs s'approprient cette notion-là. La troisième et dernière raison, c'est parce que ça permet de soutenir la transition de l'entreprise vers une entreprise à émissions faibles en termes de gaz à effet de serre, en permettant de comparer en fait les solutions, des solutions de décarbonation et des solutions de non-décarbonation. Donc pour ces 3 raisons-là, il faut le faire. Nous, en interne, on a commencé il y a maintenant 3 ans. On a commencé à 75 euros la tonne. Parce que à l'époque, c'était globalement la vision projetée long terme du coût du papier, du crédit carbone. Et puis on s'est rendu compte qu'au bout d'un an et demi, qu'on était loin des préconisations effectivement du GIEC. Le GIEC préconise 270 euros la tonne si on veut rester dans le cadre des limitations du réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc on a décidé d'augmenter. Donc au 1er janvier 2023, on est passé à 150 euros la tonne. L'objectif, c'est de graduellement monter pour aller effectivement à 200 euros la tonne au 1er janvier 2025 et à 250 au 1er janvier 2027. Pourquoi de façon graduée? Pour à la fois inciter l'organisation à se bouger et à effectivement mettre en place des chantiers de décarbonation et lui laisser le temps de se préparer. Donc on est passé maintenant à 150, qui est beaucoup plus pertinent, et l'objectif c'est de monter à 200 et après à 250. Une autre réaction, messieurs? Oui, complètement. Je suis extrêmement aligné avec ce qui vient d'être dit parce que concrètement, l'agroalimentaire, c'est 30% des émissions. La construction, l'acier et le béton, c'est 15%. C'est pas une compétition, hein, mais dans l'absolu, voilà, il y a énormément d'enjeux et il y a aussi des enjeux réglementaires pour les entreprises. Nous, en fait, quand on vient quelque part positionner notre solution, l'ajout du prix carbone la rend extrêmement compétitive. On est déjà très très intéressant pour un grand nombre d'acteurs. Pour autant, si on vient rajouter en plus de ça ce coût, ce risque carbone, en fait, c'est énorme quelque part la différence qu'on fait. Et donc, pour des projets à impact, l'intégration de ce prix carbone est une dimension qui tangibilise complètement la vraie valeur ajoutée en fait du projet. Charles-Henri, je vais faire rapide là-dessus, mais je pense que évidemment l'idée est bonne. Et on va tous converger vers ça. La problématique, c'est de bien comprendre, c'est comme quand on fait un business case et donc on doit prendre en compte des enjeux FinOps, c'est de réussir à bien comprendre et mesurer les inducteurs de coûts. C'est bien de donner un prix à la tonne. Si finalement les inducteurs de coûts qu'on prend en entrée dans l'établissement des business cases pour des projets ne sont pas maîtrisés, finalement ça rend l'exercice difficile. Donc on va y arriver de plus en plus. Et c'est vers là qu'on tend, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de complexité pour pouvoir le faire de manière tangible, palpable et puis surtout accurate, pour le dire. Voilà.
Merci Anne Frisch. Quels autres éléments est-ce qu'il faut inclure, autre que cette détermination donc, du prix carbone, on l'a vu, dans le reporting des données extra-financières? Vers quoi est-ce qu'il faut aller s'intéresser aussi? Alors, chaque entreprise doit évaluer sur quoi elle a des impacts. Et ça se fait en discutant avec les parties prenantes. Voilà, Frédéric nous en a parlé tout à l'heure, j'insiste, on fait pas sa carte de double matérialité comme ça en bocal. Il faut aller parler avec ces parties prenantes, avoir un vrai dialogue, et ça permet d'identifier les enjeux. Donc, faut connaître son business, faut connaître ses parties prenantes et dialoguer avec. Et ensuite, ça va dépendre des entreprises. Il y a des entreprises où il y aura un enjeu émissions de CO2, climat. Il y a d'autres entreprises où il y aura un enjeu sur l'eau. Il peut y avoir des enjeux sur les déchets. Il y a aussi tous les enjeux sociaux. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Ils sont très, très, très importants. Moi, il se trouve que voilà, je travaille beaucoup et j'enseigne beaucoup en Afrique. Donc, j'aime bien prendre aussi des exemples africains. Et je cite souvent dans mes cours l'exemple d'une entreprise qui fabrique du chocolat, qui importe du cacao de Côte d'Ivoire et qui s'intéresse à la façon dont le cacao est récolté et qui s'assure qu'il n'y a pas de travail d'enfant. C'est un sujet qui n'est pas simple parce qu'en réalité, il faut aller les inscrire à l'école pour être sûr qu'ils ne vont pas travailler dans les plantations. Cette entreprise, elle s'est engagée sur ce sujet-là. Et c'est ça qui permet de faire ce qu'on appelle un cacao équitable. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et vous aviez évoqué la question de ces droits sociaux et dans l'ensemble de la chaîne de valeur que vous brossiez tout à l'heure, Sébastien Frein. Oui, complètement. Et ça va dans le sens de ce que disait Charles tout à l'heure. C'est que quelque part, nous, le sourcing du bois, il faut qu'il soit labellisé. C'est extrêmement important. D'autant plus qu'aujourd'hui, on utilise certains bois exotiques pour leurs propriétés mécaniques, on va dire. Et leur extraction n'est pas toujours des plus responsables. Là où, grâce à nos solutions, on arrive à valoriser une ressource locale pour ne pas utiliser ces bois-là, on œuvre aussi quelque part sur la préservation, tout simplement, des droits sociaux dans certaines industries, certaines activités. Pour peut-être même aller un petit peu plus loin, je pense que nos métiers, c'est du pilotage de risque à bien des égards, et je me mets à la place un jeune cadre dynamique qui rentre dans sa carrière et qui quelque part découvre que son entreprise en fait exploite concrètement des enfants en Afrique. Je pense qu'il y a un côté désillusion très très fort et ça participe à une forme de fuite des talents qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans des entreprises qui ne seraient pas alignées avec les enjeux de transition climatique et les enjeux RSE même de manière générale. Frédéric Médard, ce côté aspect social, on l'a évoqué aussi finalement dans le pilotage de la performance globale de l'entreprise. Vous me disiez, il faut aussi embarquer les salariés dans le projet. Donc l'aspect social, il est aussi en interne. Ah oui, absolument. Je pense que c'est la première étape, en fait. Il faut trouver des modalités pour sensibiliser, former, acculturer, convaincre, faire adhérer les collaborateurs, mais aussi les décideurs, parce que ça se passe, on doit adresser tous les étages de la pyramide organisationnelle pour globalement les faire adhérer. C'est ce que nous avons fait en interne à travers un programme qui s'appelle Je sais, j'agis, je suis un activiste, donc Actors for Good, et qui notamment s'appuie sur le déploiement de la fresque du climat. Donc je pense que beaucoup dans la salle connaissent cet outil qui est un fantastique outil. Nous, on a demandé l'autorisation à la fresque du climat d'utiliser leur outil. On a formé nos propres fresqueurs, on s'est fait audité, certifié par la fresque, et on a l'agrément pour pouvoir déployer ça. Et on déploie donc notre méthodologie à travers le monde. On a déjà touché 2000 collaborateurs sur nos 10 800. C'est sur base de volontariat, et ça se fait à marche assez accélérée, ce qui est assez impressionnant parce qu'il y a vraiment de l'appétit. J'aimerais aussi qu'on voit, Sébastien Frein, finalement, l'importance de la réglementation pour pouvoir aller impacter tous les acteurs, parce qu'on parle de prendre l'ensemble de la chaîne de valeur, mais si on est le seul acteur dans son secteur à le faire, est-ce que ça marche? Donc je crois que là-dessus vous avez un message assez presque militant à faire passer sur voilà, on peut pas le faire tout seul finalement. Oui, bien sûr. Concrètement, effectivement, tout seul, la route est longue, à proprement parler. Là, l'idée de faire évoluer la réglementation et la construction est un très bon exemple. Le textile en est un autre. Il y a énormément de choses qui se passent dans l'agroalimentaire. Et ça fait, en tout cas, ça ouvre des sujets et ça permet aux gens, je pense, de se rendre compte de certaines choses qui évoluent. À la base, on le voit comme quelque chose de contraignant, mais on peut aussi voir des opportunités économiques, notamment
notamment pour des nouveaux acteurs qui vont du coup avoir une solution qui sera en fait tout simplement plus logique, plus pertinente versus ce qui existe déjà. Dans la construction, c'est absolument obligatoire de passer par là, d'autant plus que ça porte beaucoup sur vraiment l'approche construction et pas forcément exploitation des bâtiments. Il y a beaucoup de logique. Et nous, quelque part, en arrivant à proposer des solutions qui soient plus viables d'un point de vue environnemental, encore une fois, on devient des acteurs qui sont compétitifs parce que potentiellement les seuls à pouvoir être utilisés. Donc c'est terrible comme compétition. Mais dans l'absolu, ça en tout cas permet de rendre plus viables des solutions plus écologiques, plus en phase, encore une fois, avec la transition. Est-ce que vous pouvez, Sébastien Frein, nous dire quelles sont les prochaines étapes finalement de votre stratégie de performance globale chez Woodoo? Est-ce que l'accès, et c'est peut-être important pour l'ensemble des participants, est-ce que c'est facile, et vous nous en direz un mot tout à l'heure, Charles-Henri, d'aller vers des outils de diagnostic? Est-ce que on a tout à disposition ou est-ce que c'est compliqué d'aller faire un bilan carbone? On a pris ça, mais d'aller mesurer toutes ces données extra-financières. Comment est-ce qu'on fait? Oui, concrètement? C'est une bonne question. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais discuter avec Frédéric et je vais essayer d'appliquer ce qu'ils ont appliqué chez Bell. Non, plus sérieusement, il y a énormément de choses qui existent. Des outils vraiment les plus simples aux outils un peu plus complexes. Sur les outils les plus simples, et Frédéric mentionnait la fresque, c'est un très très bon outil d'évangélisation. En plus de ça, il y a une fresque de la RSE qui a été lancée, une fresque de la finance aussi, qui sont des fresques très intéressantes. Et il y a des très bons acteurs qui peuvent le faire au sein de la DFCG, donc n'hésitez pas à vous rapprocher du groupe RSE pour ça. De manière générale, rapprochez-vous du groupe RSE pour accompagner la mise en place des stratégies. En fait, il y a énormément de choses qui existent. Salut Jacques-Antoine. Valérie. Et donc du coup, par rapport à ça, voilà, c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, mettre en place une stratégie RSE, c'est plus simplement une question de moyens, c'est surtout une question de volonté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de solutions qui existent. On n'a pas besoin d'avoir fait une grosse levée de fonds. On n'a pas besoin d'avoir des investisseurs. On n'a pas besoin d'être une boîte du CAC 40 pour mettre en place une stratégie RSE qui soit pertinente. Je vous invite toutes et tous à vous rapprocher de l'ADEME, typiquement, qui propose énormément de diagnostics. Alors, de tête, il y a l'éco-conception qui va vraiment accompagner la production de produits et services qui sont plus responsables. Il y a le décarbonation qui va accompagner sur vraiment l'audit à réaliser en termes de bilan carbone et le plan d'action justement à mettre pour mettre au niveau ses usines, par exemple, sa chaîne de logistique pour vraiment certifier ses fournisseurs, etc. L'écoflux qui permet de quelque part travailler autour justement de la logique de flux d'une entreprise, que ce soit des flux d'énergie, d'eau, des flux de transport. Le Perfecto qui a été lancé assez récemment. Et en tout cas, tout ça est très très bien financé. Donc à l'heure actuelle, la limite ce serait peut-être la bande passante et les ressources, mais bonne nouvelle, il y a également des financements pour recruter en interne des gens qui seraient dédiés à la RSE. Donc à partir de là, vraiment, je pense que ce qui manque, c'est simplement de la volonté, et ça, on en est capable. Donc quelque part, pas d'excuses. Frédéric Médard, vous étiez, Sébastien Frein disait ce que le groupe Bell a mis en place. Vous voulez nous dire quelles ont été les réalisations majeures que vous avez mises en place? En fait, on a parlé beaucoup ce matin, durant la première table ronde, de pilotage. C'est vrai que la RSE, la première étape, c'est effectivement de faire un état des lieux, comme le dit Sébastien. La deuxième étape, c'est globalement de définir une stratégie. Et la troisième étape, c'est de bien sûr répondre aux aspects reporting et réglementaires. Mais il y en a une quatrième qui est le pilotage. Et moi, je suis convaincu que c'est la quatrième qu'il faut aller chercher pour globalement mettre tout le monde en mouvement. Donc nous, on travaille énormément aujourd'hui sur comment rendre possible ce pilotage pour garantir que chaque décision chez Bell soit prise au prisme du financier et au prisme de l'extra-financier. Que globalement, on crée des moments de conversation autour des chiffres extra-financiers, comme on a des moments de conversation autour des chiffres financiers dans l'entreprise. Donc, quelques exemples. On a d'abord travaillé sur nos instances de gouvernance pour avoir ces moments de conversation. On a des sessions dédiées RSE au conseil d'administration. On a des sessions dédiées RSE au niveau du comité exécutif. On a mis en place un comité de pilotage opérationnel qui regroupe 50% du comité exécutif pour piloter en fait les actions RSE, comme on a des comités de pilotage pour piloter les aspects opérationnels et financiers. On a bien sûr mis au diapason notre système de rémunération interne, LTI et bonus. Ensuite, on a adressé les principaux sujets ou conversations pour les prises de décision majeures. Chez Bell, les prises de décision majeures, ce sont les projets d'investissement, donc les CAPEX, ce sont les projets d'innovation, rénovation, produits.
eh bien, on a mis en place des matrices d'évaluation de l'impact qui vont nous permettre d'avoir, au moment où on va valider un projet, au moment où on va aussi dans la phase d'idéation du projet, d'avoir une mesure de l'impact financier, mais une mesure de l'impact RSE. On a aussi voulu occuper le terrain de ces moments charnières que sont les moments de planification, donc les budgets et les plans stratégiques 3 à 5 ans. Donc on a voulu avoir des moments, effectivement, autour des indicateurs RSE. On a commencé par le carbone. Et on a un budget carbone chez Bell depuis 2 ans. On a un plan stratégique carbone chez Bell à horizon 5 ans depuis 2 ans. Et puis maintenant, on complète et on rajoute des indicateurs. Donc en 2e année, on a rajouté des indicateurs. Et enfin, on travaille sur mettre en place des outils digitaux, innovants, pour nous permettre de piloter les indicateurs extra-financiers, comme on pilote aussi avec robustesse les indicateurs financiers. C'est un nombre limité. Dans notre DPEF, on a 150 indicateurs extra-financiers. Évidemment, on ne peut pas piloter 150 indicateurs à la maille mensuelle ou trimestrielle. Donc on a une stratégie qui vise à réduire le nombre d'indicateurs extra-financiers qui sont susceptibles d'être animés à maille régulière. Et on met en place des outils pour les animer. On a commencé par le carbone. Et on a mis en place un outil carbone, c'est un outil natif, maison, qui nous permet d'avoir une vision en temps réel de notre empreinte carbone et de pouvoir faire des prévisions. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, je m'arrête là-dessus, je pourrais en parler des heures, mais là, c'est là où on voit la force du mariage entre finance et RSE. On a appliqué une méthodologie assez usuelle en finance. On a défini un standard. On a défini un standard carbone. On a des coûts standards en finance. On a mis un standard carbone. Et ce qui nous permet de ramener l'empreinte carbone à chaque produit et donc de faire non seulement la mesure en temps réel, mais de faire du prévisionnel. D'où les budgets carbone, d'où les plans strat carbone. Et derrière, ce qui est assez magique, c'est que l'objectif, c'est d'aller animer l'ensemble de l'organisation autour du mix. On parle beaucoup de mix financier. Le rêve, demain, c'est d'avoir des directeurs financiers qui animent le mix financier, mais le mix carbone, le mix eau, le mix biodiversité, etc. Alors comment, Charles-Henri, on peut aider les directeurs financiers à aller animer le mix carbone, le mix eau dont parle Frédéric Médard? Quelles solutions concrètes on peut proposer et conseiller? Déjà, je crois que dans la session précédente, on a parlé de l'importance du cloud, par exemple, pour agir en termes de performance financière ou de performance RSE. Si je pouvais demander un service à tous les directeurs financiers de la salle, c'est lorsqu'ils auront une prochaine discussion avec leur DSI qui ont une trajectoire cloud, c'est de dire cloud n'est pas égal à cloud public. Si vous devez retenir une phrase, c'est important, c'est celle-ci. Pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez amener de l'agilité financière, une performance énergétique et RSE avec un certain nombre d'axes, que ce soit de la flexibilité, etc., tout en gardant vos infrastructures dans vos data centers, vos applications et vos données dans vos data centers. Donc nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est ça. HPE, on est un acteur qui fournit des solutions cloud. Et pour ça, l'idée, c'est de pouvoir accompagner aussi nos clients dans la sobriété du cloud, la sobriété du numérique dans son ensemble. Parce qu'on peut parler de cloud, mais aussi de data, etc. et d'IA. Et pour les accompagner, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un sujet qui est complexe. Quand on veut faire un bilan carbone ou quand on veut faire du prévisionnel sur ces sujets, ça amène finalement de venir détricoter énormément d'éléments. Si je prends sur l'IT, c'est comprendre les enjeux du data center, de la performance d'un data center, de la performance énergétique, son énergie, la consommation en eau, les infrastructures qui sont dans ce data center, serveurs, stockage, réseau, etc. Et le comportement logique des applications et des données qui sont posées sur ces infrastructures. Sans compter le fait que parfois, souvent, il n'y a pas un data center, il y a des choses en périphérie du data center, il y a peut-être des liens cloud public, et finalement, les communications entre ces différents éléments ont aussi un coût énergétique et un coût RSE, etc. Donc, les clients, ils ne peuvent pas agir sans comprendre leur IT et sans pouvoir mesurer un certain nombre de choses qui vont les aider d'ailleurs par rapport à la CSRD vis-à-vis des indicateurs à fournir. Donc nous, on accompagne les clients sur 3 axes concrètement. Le premier axe, c'est de fournir un framework méthodologique et outillé pour leur aider à comprendre leur IT et comment minimiser l'impact environnemental
de cet IT. Ça passe derrière par des initiatives concrètes et tangibles de modernisation des infrastructures, d'optimisation de la performance énergétique des salles, ce genre de choses, sur lesquelles on peut gagner presque 40 à 90% des émissions carbone IT qu'il peut y avoir, selon les générations et tout. Le deuxième axe, c'est de pouvoir les aider à mesurer. Donc on fournit des outils. Nos infrastructures relèvent en temps réel énormément de choses par rapport à la consommation, que ce soit les coûts énergétiques, enfin la consommation énergétique, les coûts électriques, ainsi que les émissions carbone. Et en fait, on va fournir des bilans avec des dashboards en temps réel de ce que fournissent ces infrastructures IT aux clients. Le dernier point, c'est ce que j'ai dit par rapport à ces modèles as a service, cette économie de la fonctionnalité, ces modèles à l'usage, c'est de venir finalement les aider dans le capacity planning à éviter des surdéploiements et donc à venir consommer simplement l'IT dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin et d'optimiser cette consommation des ressources informatiques. Il y a aussi un volet de formation des collaborateurs qui est important. Oui, alors on fait exactement la même chose vis-à-vis de la fresque du climat et les équipes sont ravies en plus. Effectivement, c'est sur la base du volontariat, mais ça marche très très bien. Au-delà de ça, ça fait maintenant que ce soit pour nos forces de vente, pour nos ressources delivery, parce qu'en fait on a des milliers de personnes quand même dans le monde qui travaillent avec nos clients, et pour nos employés au quotidien. Les initiatives RSE, le comportement associé humain, la compréhension de l'ensemble de ces enjeux est un axe majeur et donc effectivement on fait en sorte de former nos employés pour qu'ils puissent former leurs clients. On parle souvent de train the trainer, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, c'est de ne pas survoler ce sujet. C'est pas un truc dont on peut juste lire un article en 20 minutes et puis derrière venir en parler avec énormément d'aplomb. Il y a beaucoup d'experts sur le sujet. Nous, on ne substitue pas d'ailleurs à des cabinets de conseil globaux ou à des acteurs de niche vis-à-vis de certains actes. On a vraiment notre cabinet qui est sur la partie informatique, c'est de pouvoir accompagner cet enjeu qui est quand même une quote-part importante finalement des émissions carbone de la plupart des clients. Et donc, on va aussi former nos clients sur la compréhension des enjeux de l'IT vis-à-vis de leur performance RSE. Anne Frisch, peut-être un mot de conclusion de cette table ronde qui s'intitule donc « Bonne pratique, comment faire concrètement ?» Quel ultime conseil peut-on apporter aux personnes qui sont présentes dans la salle en guise de conclusion ? J'ai entendu deux choses au-delà des aspects techniques. J'ai entendu la collaboration et le courage, le leadership qu'il y a derrière. Et je pense que ça doit nous inspirer. Merci beaucoup. Oui, Sébastien. Oui, je voulais juste, pour le mot d'affaire, réappuyer sur une petite chose que je disais tout à l'heure vis-à-vis du groupe RSE de la DFCG. J'aimerais en profiter vraiment pour saluer mes collègues avec qui on travaille d'arrache-pied pour vraiment proposer des webinaires, du contenu, etc. Et donc voilà, saluer le travail réalisé. Et si beaucoup d'entre vous peut-être se posent des questions ou pour qui la RSE reste parfois un peu obscure, on sera ravis vraiment d'accompagner tout le monde dans cette démarche puisqu'a priori on en a besoin. Merci pour ce message, effectivement. Merci à tous les quatre de votre participation. Merci. Merci. Je vous laisse regagner la salle. Merci Frédéric, Sébastien, Charles, Anne. Un grand merci.